La Coupe du monde 2026 a débuté il y a 2 jours au stade Azteca. Le football a déjà eu lieu. Des buts ont déjà été marqués. Mais le débat refuse de rester sur le terrain. Il revient sans cesse vers tout ce qui l'entoure, celles et ceux qui n'ont jamais pu entrer, les rangées de sièges vides, l'arbitre refoulé à l'aéroport, la chaleur écrasante et la machine commerciale qui s'est enroulée si étroitement autour de ce sport qu'il faut parfois plisser les yeux pour retrouver dessous le vrai match. Nous ne sommes qu'au deuxième jour de la plus grande Coupe du monde de l'histoire, et déjà 2 récits avancent en parallèle. L'un sur la pelouse, avec des moments qui méritent d'être retenus. L'autre partout ailleurs, en train d'écrire une histoire d'une toute autre nature. Et si vous aimez ce jeu, vous méritez un récit honnête de ce que ce tournoi révèle sur l'état du football et sur l'organisation qui le dirige. Un universitaire et ancien footballeur professionnel l'a résumé en 2 mots, plus cité que tout le reste depuis le début du tournoi. Une Coupe du monde de l'exclusion. Et les cas qui ont émergé ne sont pas de froides statistiques. Ce sont des histoires humaines, une par une. Omar Abdulkadir Artan, arbitre somalien reconnu, désigné meilleur arbitre du continent africain par la Confédération africaine de football en 2025, choisi par la FIFA elle-même pour officier lors de cette Coupe du monde. Il était à un pas de devenir le premier arbitre somalien de l'histoire de la compétition, un véritable jalon pour le football africain, pour le football somalien, pour un sport qui aime se présenter comme mondial. Il a atterri à Miami. Les autorités américaines lui ont refusé l'entrée sur le territoire. Le motif invoqué, un lien supposé avec des organisations terroristes. Pas le moindre détail supplémentaire. Il a été renvoyé à Istanbul, d'où il était parti. Un arbitre de la FIFA, muni de ses accréditations. FIFA valide, de documents valides et d'un visa valide, refoulé à l'entrée d'une Coupe du monde de la FIFA par le gouvernement du pays hôte. Il faut prendre une seconde pour mesurer ce que cela signifie. La réponse de la direction de la FIFA est arrivée lors d'une conférence de presse. Ce qui est arrivé à l'arbitre somalien est regrettable, mais nous ne contrôlons pas tout. Puis, cette précision. Peut-être vaut-il mieux prendre les choses calmement. Le cœur factuel de cette déclaration n'est pas faux. La FIFA ne gouverne pas la politique migratoire d'un pays souverain. Mais le ton, compte tenu du contexte de ce qui venait de se produire, a été perçu par une large partie du monde du football comme très loin d'être à la hauteur du moment. Un homme qui avait consacré sa carrière au jeu, sélectionné par le propre comité arbitral de la FIFA, a été renvoyé chez lui comme une menace pour la sécurité, avec un passeport diplomatique et toutes ses accréditations en règle. Et l'instance qu'il avait placée dans cet avion avec ses documents a demandé au monde de garder son calme. Le secrétaire américain à la sécurité intérieure, Markwayne Mullin, s'exprimant jeudi au moment où le tournoi débutait, a publiquement défendu les refus de visa de l'administration Trump, en indiquant que son département avait été en contact avec des responsables de la FIFA, mais ne commenterait pas de cas précis. Le département de la sécurité intérieure a décrit Artin comme inadmissible en raison de préoccupations liées à la vérification, une formule d'une précision bureaucratique presque totalement vide de sens concret. Aucune explication. Aucun détail. Simplement une porte fermée et une occasion décisive dans une carrière qui disparaît. L'historien du sport Patrick Clastre, dans un entretien accordé au Monde, a qualifié l'absence de réponse substantielle de la FIFA et d'autres instances internationales de « forme de subjugation ». Le silence des institutions qui disposent de la tribune nécessaire pour s'opposer, a-t-il soutenu, envoie son propre message. Et l'ancien international anglais Ian Wright n'a pas retenu ces mots. Il a qualifié la Coupe du monde 2026 de Coupe du monde du chaos et a adressé des critiques appuyées aux États-Unis pour ce qu'il a décrit comme une folie frontalière qui n'a pas sa place dans un tournoi fondé sur l'idée de rassembler les nations. Et Omar Artan n'est pas un cas isolé. Il est le plus visible, celui qui a percé le bruit ambiant, mais il n'est pas seul. Un joueur irakien, l'attaquant Aymen Hussein, a été retenu dans une salle de détention d'aéroport pendant 7 heures d'interrogatoire avant d'être finalement autorisé à entrer. Des joueurs arrêtés aux frontières. Des membres de staff technique privés de visa. Des journalistes accrédités. Des personnes munies d'accréditation officielle de presse de la FIFA pour un tournoi d'1 mois organisé dans 3 pays, limité à des visas à entrée unique, ce qui signifie qu'ils doivent refaire une demande à chaque passage de frontière. La situation de l'équipe iranienne a été particulièrement grave. Au moins 15 membres de l'encadrement de la sélection nationale, ainsi que le président de la fédération, Mehdi Taj, se sont vus refuser tout visa.
La Fédération iranienne de football a publiquement accusé les États-Unis d'agir par esprit de représailles, affirmant que les autorités américaines avaient de fait révoqué le contingent de billets attribué à l'Iran pour les matchs de la phase de groupe quelques jours seulement avant son entrée en lice contre la Nouvelle-Zélande. L'équipe a déplacé son camp de base de l'Arizona à Tijuana et les joueurs ont reçu une autorisation de voyage ne leur permettant d'entrer aux États-Unis que le jour même de chaque match, traverser la frontière, jouer, retraverser, puis recommencer à chaque rencontre de la phase de groupe. Selon l'agence Anadolu, environ 90 supporters marocains se sont vus refuser un visa alors qu'ils disposaient de billets et de réservations d'hôtels. Le Maroc a été demi-finaliste au Qatar en 2022 et son public est largement considéré comme l'un des plus passionnés et des plus appréciés du football mondial. Ils avaient les billets, ils avaient les papiers, ils n'ont pas pu entrer. Plus de 40 responsables de différentes associations marocaines de football ont également été refoulés, selon les informations du média marocain Express. Human Rights Watch l'a dit sans adoucir les mots. Les États-Unis ont créé un environnement hostile pour les joueurs, les supporters et les journalistes, où même le fait de détenir un billet de match ne vous protège pas de fouilles de téléphone et d'interrogatoires si votre historique sur les réseaux sociaux contient des critiques du gouvernement américain. Ce n'est pas un risque théorique. C'est une réalité documentée qui a pesé sur la décision de milliers de personnes de faire, ou non, ce voyage. Amnesty International avait déjà signalé en mars de cette année, plusieurs mois avant le début du tournoi, que la Coupe du Monde comportait de graves risques en matière de droits humains, notamment des restrictions à la liberté d'expression, des discriminations contre les personnes LGBTQ+, et la menace de détention arbitraire. Les avertissements étaient sur la table. Le tournoi a continué sans changement. Le football est censé relier le monde. Les politiques d'entrée du pays hôte ont laissé une partie de ce monde dehors, incapable d'assister à l'événement. Cela mérite d'être dit clairement. Il y a eu des gestes qu'il faut reconnaître. Le Canada, l'un des 3 pays co-organisateurs, a invité Artan à se rendre à Toronto et à Vancouver pour arbitrer des matchs disputés sur le sol canadien, où aucune entrée aux États-Unis n'était nécessaire. Sur le plan pratique, c'était une solution limitée. Sur le plan symbolique, c'était important. Parfois, la véritable mesure d'une organisation ou d'un pays se résume à la façon dont il traite une seule personne dans un moment difficile. Et à ce moment-là, c'est le Canada qui a répondu présent. Dans les stades, ce qui avait commencé comme une inquiétude d'avant-tournoi autour des sièges vides est devenu, dès les premiers jours, une réalité visible et embarrassante. Le match d'ouverture entre la Corée du Sud et la République tchèque à Guadalajara au stade Akron fournit pour l'instant le point de référence le plus net. L'affluence officielle annoncée par la FIFA était de 44 985 spectateurs dans une enceinte d'une capacité de 46 000 places. Les caméras ont raconté une autre histoire. De larges pans de tribunes, des sections entières du stade, sont restées vides pendant les 90 minutes. Les supporters ont réagi sur les réseaux sociaux sans filtre. C'est embarrassant. Personne ne croit vos chiffres. Vous êtes en train de ruiner le football. L'explication officielle de la FIFA tient aux absences. Des personnes qui auraient acheté des billets puis simplement choisi de ne pas venir. Ce phénomène n'est pas invraisemblable dans un événement sportif. Mais l'écart persistant et constant entre les chiffres annoncés et ce que montrent les caméras a créé un problème de crédibilité que les explications habituelles ne suffisent plus à refermer. The Athletic a analysé les données officielles d'affluence de la FIFA et les capacités des stades lors des 6 premiers matchs et n'a trouvé que 1574 sièges vides sur l'ensemble de ces 6 rencontres. Ce chiffre ne correspond pas à ce que les téléspectateurs voyaient sur leurs écrans. La distance entre les chiffres officiels et la réalité visible est devenue une histoire à part entière que l'équipe de communication de la FIFA n'a pas réussi à contenir. Le problème profond n'est pas celui des absents. Le problème profond, ce sont les décisions tarifaires prises des mois plus tôt, qui ont assuré que les personnes les plus susceptibles de remplir ces sièges, les vrais supporters, les fans qui voyagent, ceux qui suivent leur sélection depuis des décennies, soient exclus d'emblée de l'équation. La ligne officielle de la FIFA était que des billets étaient indisponibles à partir de 60 $. Dans les faits, ce montant a surtout été théorique. La tarification dynamique, les marchés légaux de revente et la structure du système de vente ont fait grimper les coûts réels bien plus haut. Une analyse divulguée a montré qu'un supporter suivant son équipe à toutes les étapes du tournoi pouvait être confronté à au moins 6 900 $ de frais de billetterie, soit près de 5 fois plus qu'un voyage comparable au Qatar en 2022.
Sur la propre plateforme officielle de revente de la FIFA, des places pour la finale de la Coupe du Monde étaient affichées à des prix allant de 8 000 à 57 000 $. L'ancien directeur général de Liverpool, Peter Moore, l'a dit sans détour, la FIFA exploite l'occasion commerciale unique d'un tournoi organisé aux États-Unis d'une manière qui a franchi la frontière entre les affaires et la trahison. Les prévisions de revenus de la FIFA pour le cycle de 4 ans se terminant en 2026 se situent entre 11 et 14 milliards de dollars, contre 7 milliards 600 millions lors du cycle du Qatar. Les ventes de billets à elles seules devraient rapporter entre 1 milliard 800 millions et 2 milliards 100 millions de dollars. L'organisation a également confirmé que 100% des recettes de billetterie allaient entrer directement à la FIFA, et non aux villes hôtes ni aux comités d'organisation locaux. Le sport qui appartient aux gens qui l'aiment génère des chiffres qui dépassent de très loin toute son histoire précédente, tout en excluant systématiquement celles et ceux qui auraient rempli les tribunes en encourageant dans des langues venues de tous les coins du monde. Et puis, il y a la chaleur. Dans certaines villes hôtes, les températures ont été assez élevées pour déclencher des pauses d'hydratation obligatoires, des interruptions de 3 minutes, une fois par mi-temps, dans chacun des 104 matchs. Contrairement à tout protocole précédent dans l'histoire du tournoi, ces pauses ne sont pas liées à des seuils de température ni aux conditions météorologiques. Elles ont lieu dans tous les matchs, quelle que soit la température au coup d'envoi, quelles que soient les prévisions. La FIFA a annoncé en décembre dernier que les 104 rencontres comporteraient des pauses d'hydratation obligatoires. Les entraîneurs ont été consultés. Les diffuseurs ont été consultés. Et c'est là que commence l'inquiétude. Des joueurs de plusieurs sélections ont signé en mai une lettre demandant à la FIFA d'allonger ces pauses, estimant que 3 minutes ne suffisent pas, d'un point de vue médical, à assurer une hydratation correcte en cas de chaleur. Les sciences du sport appuient cette position. 3 minutes suffisent pour marcher jusqu'à un point d'eau, boire quelques gorgées et revenir. Elles ne suffisent pas pour répondre de manière significative au stress physiologique lié à la chaleur. Le syndicat mondial des joueurs, la FIFPro, avait clairement signalé cette inquiétude. Les enseignements de la Coupe du Monde des clubs, disputée l'été dernier dans ces mêmes stades, étaient déjà connus, avec plusieurs matchs retardés ou perturbés par les conditions de chaleur. L'expérience était là, les données étaient là. La décision a été de 3 minutes. Et voici la partie la plus difficile à regarder en face. Ces mêmes pauses sanitaires de 3 minutes ont été simultanément concédées aux diffuseurs comme inventaire publicitaire. La FIFA a confirmé avoir donné aux diffuseurs la possibilité d'utiliser les pauses d'hydratation pour des publicités, soit sous forme d'écran partagé réservé aux sponsors partenaires de la FIFA, soit avec une coupure complète vers n'importe quel annonceur. Fox Sports aux États-Unis a choisi la coupure complète avec des publicités en plein écran. La réaction des téléspectateurs a été immédiate et impitoyable. Du grand n'importe quoi. Ce n'est pas du football. Ils ont coupé pour la publicité et raté la reprise du jeu. De nombreux supporters ont signalé avoir manqué des séquences de jeu en direct parce que les diffuseurs n'étaient pas revenus de la coupure publicitaire à temps pour la reprise. The Guardian a décrit une situation dans laquelle une mesure sanitaire destinée aux joueurs avait été pensée en même temps comme un inventaire commercial pour les diffuseurs, les deux fonctions étant intégrées dès le départ dans la même fenêtre de 3 minutes. Arrêtons-nous un instant là-dessus. Une mesure de protection pour des joueurs évoluant dans des conditions de chaleur potentiellement dangereuses a été conçue dès l'origine pour servir aussi de véhicule de revenus. Le fait que les deux choses puissent être vraies en même temps, que les joueurs aient réellement besoin d'eau et que les diffuseurs diffusent réellement des publicités pendant la pause, ne rend pas ce choix de conception moins troublant. Il le rend plus troublant encore, car cela signifie que l'argument du bien-être et l'argument commercial n'étaient jamais en conflit. Ils formaient à un depuis le début un seul et même ensemble. Voilà le portrait commercial du tournoi à ce stade. 11 milliards de dollars de revenus prévus. 100% des recettes de billetterie revenant à la FIFA. Une tarification dynamique qui a chassé les vrais supporters du marché. Des pauses de sanitaires de 3 minutes concédées comme créneaux publicitaires. Un portefeuille de sponsors générant 1 milliard 800 millions de dollars d'engagement. Et toute cette structure repose sur la passion mondiale pour un sport que ces mêmes décisions rendent progressivement moins accessible aux personnes qui créent cette passion au départ. Il y a ici une contradiction fondamentale qui traverse tout le reste. La FIFA a été la première grande instance sportive internationale à intégrer officiellement des critères de droits humains dans son processus de sélection des pays hôtes. Ce cadre existait. Il faisait partie de l'évaluation officielle des candidatures pour 2026.
Et les droits d'organisation ont ensuite été attribués à un pays dont les politiques migratoires et d'entrée ont produit le niveau d'exclusion que ce tournoi documente désormais en temps réel. La FIFA a techniquement raison lorsqu'elle dit ne pas contrôler les lois migratoires d'un État souverain. Mais l'écart entre la promesse inscrite dans ce cadre de droits humains et la réalité sur le terrain n'est pas seulement un problème du gouvernement américain, c'est aussi un problème de la FIFA. L'organisation a accepté l'engagement, attribué les droits d'organisation, puis géré l'écart entre la promesse et la réalité, avec des déclarations appelant au calme. Les dimensions politiques de ce tournoi sont impossibles à dissocier des dimensions sportives depuis avant même le premier coup de pied dans le ballon. L'administration Trump a clairement indiqué que ses priorités, en matière de contrôle migratoire, s'appliquaient indépendamment du contexte sportif international. La réponse du gouvernement iranien a été tout aussi explicite, l'ambassade d'Iran en Turquie publiant un communiqué affirmant que les actions des États-Unis violent les règlements de la FIFA, rompent les obligations du pays hôte et constituent une ingérence politique dans le sport. Que l'on soit d'accord ou non avec cette qualification, le simple fait qu'elle soit formulée officiellement par un gouvernement national au sujet d'un pays hôte de Coupe du Monde, avant même la fin de la phase de groupe, dit quelque chose de la place de ce tournoi dans le paysage géopolitique plus large. Le débat n'est pas nouveau non plus. L'historien du sport Patrick Clastres et d'autres ont rappelé la longue histoire des événements sportifs utilisés comme relais de pression politique. Moscou en 1980, Los Angeles en 1984, les négociations complexes autour de la participation sud-africaine tout au long de l'ère de l'apartheid. Ce qui distingue 2026, c'est la combinaison. Un tournoi aux revenus records, un environnement hôte politiquement chargé, une instance dirigeante qui navigue entre les deux tout en annonçant des recettes records, et le tout se déroulant en temps réel sur les réseaux sociaux, où chaque siège vide et chaque visa refusé deviennent une trace immédiate, mondiale et permanente. Tout n'a pas été sombre, et il serait malhonnête de prétendre le contraire. L'ambiance au stade Azteca, pour la cérémonie d'ouverture, a produit le bruit et la couleur qu'exige un coup d'envoi de Coupe du Monde. La culture footballistique mexicaine s'est montrée exactement comme quiconque la connaît pouvait s'y attendre. Profonde, authentique, bruyante et totalement investie. C'était réel. Le football joué jusqu'ici a déjà livré des moments. Les premiers résultats ont produit des surprises et du drame. Des joueurs qui ont construit toute leur carrière en direction de ce tournoi unique se retrouvent enfin sur la plus grande scène offerte par ce sport. Japon, Maroc, Angleterre, France, Argentine. Les derniers se chapitrent de ce qui pourrait être la dernière Coupe du Monde de la génération qui a défini la dernière décennie et demie du football. Le football répondra présent. Il le fait toujours. Un but que personne n'a vu venir, une égalisation à la 89e minute, une séance de tir au but décidée par une seule frappe. Un joueur venu d'un pays qui n'a jamais rien gagné debout devant 60 000 personnes au moment le plus important de sa vie. Ce sport n'a jamais cessé de produire ces instants et il ne cessera pas ici. Mais l'autre histoire, l'arbitre renvoyé chez lui, les supporters qui ne sont jamais arrivés, les rangées vides, les pauses sanitaires qui sont aussi des pauses publicitaires, les prix qui ont vidé les stades de celles et ceux qui les auraient remplis d'un vrai bruit, les enquêtes en cours sur la distribution des billets, les politiques migratoires que Human Rights Watch a officiellement décrites comme créant un environnement hostile, cette histoire s'écrit exactement en même temps que l'histoire du football, et elle fera partie de la manière dont on se souviendra de 2026, pas à la place du football, à côté de lui, durablement. Le président de la FIFA a appelé au calme face à un arbitre privé d'entrée, des supporters refoulés aux frontières et des enquêtes ouvertes sur les pratiques de billetterie. Mais les gens qui aiment ce jeu ne vont pas prendre cela calmement, parce qu'ils savent ce qu'une Coupe du Monde est censée être. Ils connaissent la distance entre cela et ce que celle-ci est devenue dès ses premiers jours. Le sport porte désormais cette distance avec lui, sur la pelouse, dans chaque match pendant les 35 prochains jours. La question qu'il faut garder à l'esprit, alors que ce tournoi entre dans sa deuxième semaine, est de savoir si les personnes qui dirigent le football regardent le même tournoi que tout le monde. Si elles voient les sièges vides, si elles ressentent l'absurdité d'une pause sanitaire qui est aussi une publicité, si elles comprennent ce que signifie le renvoi d'un arbitre détenteur d'un passeport diplomatique, si elles perçoivent le poids de 90 supporters marocains restés dehors avec des billets qu'ils ne peuvent pas utiliser. Si l'écart entre l'histoire racontée par la FIFA et celle qui se joue dans les stades, les aéroports et les conférences de presse est visible pour l'organisation elle-même,
ou si les 11 milliards de dollars rendent la vue difficile. Le football nous donnera ce qu'il nous donne toujours. La question est de savoir ce que nous sommes prêts à accepter autour de lui.